Le major David Thompson s'affale au volant de sa BMW élégante, des flaques d'eau rougeoyante se déversant sur le siège en cuir moelleux, luttant pour rester conscient. 3 balles lui ont traversé la poitrine, chaque souffle étant un halètement rauque de douleur. Invisible, la caméra embarquée enregistre méthodiquement chaque tremblement de douleur et de confusion qui traverse son visage. Derrière le pare-brise, l'agent Michael Davis se profile, son arme toujours pointée sur le blessé, sa voix fendant l'air nocturne, « Je vous avais dit de ne pas bouger ». Dans un brouillard de douleur, la vision de David vacille. Il agrippe le bord de sa ceinture et, les doigts tremblants, attrape sa carte d'identité militaire posée sur le siège passager. Sa main effleure le métal froid tandis qu'une nouvelle vague de vertige menace de le submerger. Puis son téléphone vibre avec insistance, s'allumant avec un message crypté du Pentagone, une mission urgente et classifiée exigeant son retour immédiat au travail. Il cligne des yeux, cherchant la clarté au milieu de la douleur, se demandant désespérément pourquoi un banal contrôle routier a dégénéré en cauchemar. Le chaos règne autour d'eux. Le crépitement de la radio de Davis brise la tension, coup de feu. Suspect à terre. En quelques instants, le hurlement des sirènes monte en puissance et les ambulanciers envahissent les lieux. Leur urgence, habituée à ouvrir la porte de David et à le hisser sur un brancard, paraît surréaliste. Alors qu'il se précipite vers l'hôpital général du comté, chaque obstacle sur la route lui envoie des décharges de douleur dans les côtes brisées. Au bloc opératoire, un trio de chirurgiens traumatologues se déplace avec une précision digne d'un ballet. Ils décollent les couches de tissu, réparent les os fracturés et clampent les artères sectionnées. Quelques millimètres seulement séparaient les balles de son cœur des millimètres qui auraient dû le tuer. Alors que la dernière suture est nouée, le chirurgien en chef soupire d'étonnement, il ne devrait pas être en vie. Pendant ce temps, dans la lumière assourdissante de la salle d'attente de l'hôpital, inspecteurs et policiers en uniforme se serrent les uns contre les autres, murmurant un récit familier, légitime défense, menace d'un policier, mouvements erratiques du suspect. Olivia Thompson fait irruption par les portes vitrées, le regard étincelant. À 39 ans, elle est déjà une redoutable avocate spécialisée dans les droits civiques, connue pour démanteler les dissimulations institutionnelles. Les policiers s'avancent, tentant de lui barrer l'entrée où David fait l'objet d'une enquête, les visiteurs sont interdits. Olivia frappe du poing sur le comptoir, invoquant ses droits de parenté et énumérant d'éventuelles poursuites civiles jusqu'à ce que, grommelant à contre-cœur, il s'écarte pour la laisser passer. Sur tous les écrans de télévision du hall, le chiron de Chanel lui clignote, suspect abattu, conducteur de BMW abattu par un agent de patrouille, sans aucune mention de son grade ni de son sacrifice. Tard dans la nuit, au commissariat, le chef Richard Brooks se tient devant une batterie de caméras et un panneau d'affichage détaillant le service exemplaire de l'agent Davis. Il prononce un discours ferme, Davis a respecté le protocole face à un individu dangereux. Ailleurs, les réseaux sociaux explosent. Les partisans des forces de l'ordre publient fièrement des photos de la remise de diplôme de Davis à l'académie de police, tandis que d'autres dénoncent le profilage d'un lieutenant-colonel noir interpellé dans son propre véhicule de luxe. De retour aux côtés de David aux soins intensifs, Olivia lui serre la main tandis que les moniteurs et les respirateurs le maintiennent en vie. 3 jours s'écoulent dans un tourbillon de tension et d'espoir. Dehors, l'agent Davis languit en congé administratif payé, que ses collègues qualifient de « vacances ». Les avocats du syndicat de police organisent des points de presse quotidiens, le dépeignant comme un vétéran bouleversé qui n'a eu d'autre choix que de licencier. Le procureur Howard Jennings rend visite à Olivia et la rassure calmement sur la « procédure régulière » et les « enquêtes complexes », mais refuse de commenter les accusations potentielles. La voix d'Olivia est ferme et froide, « Mon mari avait le droit de ne pas être abattu de 3 balles. » Alors que les documents officiels traînent dans les limbes rapports en attente de validation par les supérieurs hiérarchiques, témoins soudainement indisponibles, téléphone d'un passant saisi sous couvert de sécurité nationale, le domicile d'Olivia est tagué de graffitis haineux, que certains officiers qualifient de farce enfantine. De hauts responsables du Pentagone signalent des connexions non autorisées au dossier confidentiel de David, une brèche inquiétante dans la tourmente. Puis, presque imperceptiblement, l'espoir renaît aux soins intensifs. Le 7e jour, les moniteurs cardiaques retrouvent un rythme calme et régulier. Sa tension artérielle se stabilise et son taux d'oxygène reste stable, sans les alarmes qui rythmaient autrefois la nuit. C'est un petit miracle, qui laisse entrevoir l'extraordinaire volonté de survie de David Thompson. Au vu de son évolution progressive, l'équipe de traumatologie se réunit et reclasse officiellement l'état de David de critique à grave mais stable. Bien qu'il soit toujours sous sédatifs profonds et inconscient, le pire est passé, juste assez pour qu'Olivia s'autorise une seule et fragile bouffée d'espoir.
Chaque heure qui passe ressemble moins à une course contre la montre qu'à une trêve fragile avec le destin. Bien que l'hôpital lui ait proposé une chambre individuelle et des repas réguliers dans le salon des invités, elle refuse catégoriquement, préférant rester aux côtés de David. Elle se blottit dans le fauteuil inclinable et rigide à côté de son lit, somnolent par intermittence sous la lumière crue des néons. Jour après jour, Olivia épluche les derniers rapports de laboratoire, une cascade de chiffres détaillant les pics d'enzymes hépatiques, les profils de coagulation et les gaz du sang artériel, et les compare méticuleusement à sa chronologie manuscrite des événements. Chaque goutte de perfusion, chaque alarme de respirateur clignotante, témoigne de la fragilité du rétablissement de David. À l'extérieur de l'unité de soins intensifs, dans des couloirs silencieux et des bureaux sécurisés, les autorités militaires et fédérales se mobilisent à un rythme effréné. Au sein du Joint Cyber Security Command, le contre-amiral Lancaster convoque discrètement le directeur du FBI pour une visioconférence cryptée, d'une voix basse et inflexible, présentant l'embuscade non pas comme un simple contrôle routier qui a mal tourné, mais comme une attaque calculée. Le lieutenant-colonel Thompson menait une enquête secrète sur les menaces intérieures contre des infrastructures vitales, réseaux électriques, approvisionnement en eau, réseaux de communication, et les premiers renseignements sur les signaux suggèrent que des acteurs extrémistes ont orchestré l'attaque. Le troisième jour, avant l'aube, des équipes tactiques du FBI se ruent vers l'hôpital, rejoignant les sentinelles des marines déjà affectées à la protection du personnel hautement qualifié. Ensemble, ils transforment les tâches de David en un périmètre sécurisé, des scanners de badges et des points de contrôle d'identité surveillent chaque entrée de couloir, des SUV banalisés sonnent à l'entrée des urgences et des spécialistes des contre-mesures électroniques déploient des brouilleurs de signaux pour bloquer tout enregistrement non autorisé. À un bureau de liaison conjoint près du poste des infirmières, des cyberanalystes du Pentagone collaborent avec les enquêteurs du FBI et la police militaire, échangeant des renseignements en temps réel susceptibles de démanteler le complot. Le 8e matin, les yeux embrumés par une nouvelle nuit de sommeil précieux, Olivia se réveille et trouve à ses côtés un petit groupe d'agents fédéraux, lui offrant café et réconfort diplomatique. Leur professionnalisme mesuré, à la fois réconfortant et redoutable, rappelle un fait indéniable: ce qui a commencé comme une tragique fusillade au bord de la route a dégénéré en une préoccupation majeure pour la sécurité nationale. Les élus locaux s'irritent, le syndicat de police fulmine, et l'hôtel de ville devient le théâtre de disputes sur les compétences, les excès de pouvoir du gouvernement fédéral et le respect de la fine ligne bleue. Les experts des chaînes d'information câblent et décortiquent chaque angle, troquant l'indignation contre l'audimat. 2 semaines après l'attaque, David ouvre les yeux. Le cri d'Olivia résonne dans le silence de l'unité de soins intensifs, attirant l'attention des infirmières et des agents. Dans un murmure rauque, il commence à reconstituer ce qui s'est passé, la fureur de l'officier à la vue de sa carte d'identité militaire, le clic soudain de l'appareil photo lorsque Davis a pris une photo, l'appel téléphonique chuchoté qu'il a entendu juste avant les premiers coups de feu. Ce dernier détail, une preuve plutôt qu'une panique, pousse Olivia à agir. Quelques jours plus tard, une lanceuse d'alerte anonyme fait son apparition, une jeune informaticienne de la police du comté de Fairfield. Sous le couvert de la nuit, elle remet les images originales de la caméra embarquée à l'équipe juridique d'Olivia. À l'écran, la vérité est indiscutable, David coopère pleinement, Davis sort son arme en premier, photographie les accréditations, et un deuxième agent rôde juste derrière le cadre. Olivia et le colonel Anderson discutent à voix basse, conscients que la diffusion de la vidéo pourrait révéler une dangereuse dissimulation et mettre leur source en grand danger, mais la dissimuler trahirait la quête de justice. La procureure générale Melissa Chen prend la parole et annonce l'ouverture d'enquêtes fédérales sur les droits civiques et le terrorisme intérieur. Nous pensons que le lieutenant-colonel Thompson a été ciblé en raison de son travail, et pas seulement de son origine ethnique, déclare-t-elle lors d'un point de presse bondé. Les médias changent de cap cette nuit. CNN obtient des interviews de 3 anciens subordonnés afghans de David, des officiers blancs qui louent son leadership et son courage. L'opinion publique évolue à mesure que le complot se dévoile. À Washington, le ministère de la Justice porte plainte contre l'agent Michael Davis pour tentative de meurtre, violation des droits civiques, possession non autorisée de documents classifiés et complot visant à entraver la justice. Quelques heures plus tard, alerté par des sympathisants des forces de l'ordre, Davis disparaît et une chasse à l'homme est lancée à l'échelle nationale. Le capitaine Howard Reynolds, agent de liaison syndicale de la police de Fairfield, dénonce cette inculpation comme une persécution politique, alors même qu'Olivia reçoit des informations cryptées d'un autre agent lanceur d'alerte détaillant le recrutement par Reynolds de collègues proches des extrémistes, dont Davis, dont le frère travaille pour Sentinel Defense System, l'entreprise même dont l'équipe de David protégeait les technologies. Des raids coordonnés du FBI se succèdent dans 3 États.
Les agents saisissent des communications cryptées, des dossiers volés au Pentagone sur les vulnérabilités des réseaux électriques et des registres financiers révélant des pots de vin versés à des agents des forces de l'ordre. Près de la frontière canadienne, Davis est appréhendé dans une berline de location remplie de fausses identités et de documents classifiés. Dans sa maison de Fairfield, les enquêteurs découvrent des preuves de contacts extrémistes et de complots clandestins. Au commissariat, des images de caméras de sécurité filmées à 2 heures du matin montrent Reynolds tentant désespérément de détruire des dossiers. Peu après, le FBI exécute un mandat d'arrêt contre son bureau, découvrant des virements bancaires offshore vers des entités obscures. La réaction du public se fracture. Les commentateurs conservateurs dénoncent une chasse aux sorcières au niveau fédéral, les voix progressistes mettent en garde contre la menace terrible que représentent les extrémistes nationaux en uniforme. Des vétérans se rassemblent devant Walter Reed, conciliant solidarité familiale et défense de l'état de droit. Des sympathisants des syndicats de policiers manifestent, tenus à distance par des barricades qui les séparent des manifestants exigeant des comptes. 3 mois après cette fusillade fatale, la sélection du jury s'achève à Alexandria, en Virginie. Les médias se bousculent pour prendre position à l'ouverture du procès. L'avocat de la défense, William Harrington, dépeint Davis comme un policier stressé mais dévoué, tandis que la procureure, Rebecca Jensen, présente méthodiquement les images de la caméra embarquée, les rapports balistiques et les enregistrements téléphoniques retraçant les appels de Davis à des numéros extrémistes avant et après l'incident. Lorsqu'Olivia témoigne, son témoignage calme et mesuré contredit le portrait d'opportuniste dressé par Harrington. « J'ai passé 2 décennies à réclamer justice pour les victimes des droits civiques uniquement lorsque les preuves étaient incontestables. La vie de mon mari était en jeu. Ce n'est pas un moment important pour ma carrière, c'est le pire cauchemar de toute famille noire. » Tandis que Jensen diffuse l'enregistrement audio de Davis prenant la photo en marmonnant « Intéressant timing », le jury voit le visage de Davis se vider de ses couleurs, et la vérité enfin s'imposer. Après une semaine de témoignages exténuantes, le jury reste dans l'impasse. Le juge William Montgomery, frustré par l'incapacité de parvenir à une décision unanime malgré la montagne de preuves à charge, déclare à contre-cœur l'annulation du procès. Sur l'esplanade du palais de justice, des foules rivales se déchaînent, certains célèbrent avoir échappé de justesse à la justice, d'autres hurlent leur indignation face à ce qu'ils qualifient d'erreur judiciaire. Le procureur général Chen promet, sur les marches du palais de justice, d'organiser un second procès sans délai. Avant même que cela puisse être organisé, les rumeurs se transforment en inquiétude, des signes de manipulation du jury apparaissant. Un juré avoue avoir passé des nuits blanches à harceler des menaces anonymes, un autre reconnaît avoir été payé avec une généreuse enveloppe. Les procureurs fédéraux, pressentant une conspiration bien plus vaste, lancent une enquête criminelle pour déterminer qui a orchestré ces manœuvres sournoises. Alors que la justice civile est au point mort et que la tension monte, de hauts responsables du Pentagone et du ministère de la Défense convoquent une réunion du Conseil sécurisée et interdite. Le directeur du Renseignement national et le secrétaire à la Défense y informent le président. Ils préviennent que ce qu'ils ont découvert n'est pas un réseau criminel ordinaire, mais une conspiration coordonnée de terrorisme intérieur, exploitant les divisions raciales et la corruption au sein des forces de l'ordre pour compromettre la sécurité nationale. En moins d'une journée, le président approuve une mesure sans précédent, l'invocation de l'article 106 du Code uniforme de justice militaire normalement réservé au temps de guerre pour traduire le capitaine Reynolds, Michael Davis et 14 de leurs complices présumés sous la juridiction militaire. Les accusés sont rapidement transférés à Fort Belvoir, où un tribunal militaire se prononcera à huis clos sur les accusations de trahison, de tentative d'assassinat d'un officier et de complot contre les États-Unis. Alors que les questions se multiplient quant à la légalité du jugement de civil par un tribunal militaire, la Cour suprême accélère son examen. Dans une décision très serrée, par 5 voix contre 4, elle confirme l'autorité du président, citant des preuves tangibles de terrorisme intérieur et d'influence étrangère. Malgré les vives objections des organisations de défense des libertés civiles, le tribunal secret se déroule avec une précision rigoureuse. Des juges avocats chevronnés président tandis que les procureurs présentent une multitude de preuves, images de l'embuscade filmée par une caméra embarquée, relevés téléphoniques reliant les accusés, analyse médico-légale de résidus d'armes, déclarations sous serment de lanceurs d'alerte et communications interceptées entre acteurs extrémistes. La tension atteint son paroxysme lorsque le capitaine Reynolds, soumis à un interrogatoire militaire rigoureux, reconnaît avoir personnellement recruté Davis, détourné de l'argent pour discréditer des procédures civiles et coordonner des séances de stratégie visant à attiser les tensions raciales. Avec des détails effrayants, Reynolds décrit des séminaires d'endoctrinement idéologique,
des incitations financières offertes par des groupes suprémacistes blancs et des rencontres clandestines avec des agents des services de renseignement russes. Lorsque des sympathisants extrémistes tentent une attaque audacieuse contre la base pendant le procès, des unités de sécurité lourdement armées repoussent l'attaque. Simultanément, des renseignements interceptés révèlent un réseau tentaculaire, 17 services de police avec des agents infiltrés stratégiquement placés près de centrales électriques, d'usines de traitement des eaux et de centres de communication. Après 2 semaines intenses, le tribunal rend son verdict. Davis et 5 officiers supérieurs sont reconnus coupables de trahison et de tentative d'assassinat, crime passible de la peine de mort. Le capitaine Reynolds et 8 autres personnes sont condamnées à la réclusion à perpétuité. La sentence du tribunal est rapide et sans concession, Davis et les meneurs risquent l'injection létale, les autres croupiront dans les geôles militaires. Lors d'une cérémonie sobre et confidentielle à Fort Leavenworth, les exécutions se poursuivent. Ainsi, la justice militaire clôt un chapitre que les tribunaux civils avaient laissé en suspens. Pourtant, la lutte est loin d'être terminée. Une purge nationale sans suite, plus de 200 agents des forces de l'ordre liés à des causes extrémistes sont suspendus ou prennent discrètement leur retraite après enquête. À Washington, des auditions historiques au Congrès révèlent la corruption de l'extrémisme national au sein de la police. Des législateurs bipartites adoptent à la hâte des lois exigeant des vérifications d'antécédents rigoureuses, une vérification continue des liens avec l'extrémisme et un financement fédéral conditionné à des normes de responsabilité. Les États adoptent des mesures de réforme, création de commissions de surveillance civile habilitées, formation obligatoire à la sensibilisation aux préjugés et signalement transparent des incidents. Pour rétablir la confiance au sein de la communauté, des subventions fédérales financent désormais des initiatives conjointes entre civils et forces de l'ordre, favorisant ainsi le dialogue et la coopération. Pendant ce temps, se remettant de ses blessures potentiellement mortelles à Walter Reed, David Thompson, désormais handicapé permanent suite à un collapsus pulmonaire et à des lésions nerveuses chroniques, apparaît comme un symbole de résilience. Décoré de la médaille d'honneur lors d'une cérémonie privée à la Maison-Blanche, il accepte plus tard une nomination présidentielle comme conseiller spécial auprès d'un groupe de travail conjoint sur l'extrémisme intérieur dans les secteurs des infrastructures critiques. Bien que ses jours sur le terrain soient révolus, il met son sens stratégique au service de la protection de la nation. Olivia Thompson, une fois le conjoint endeuillé parti pour se relever, est nommée à la tête de la division des droits civiques du ministère de la Justice. Elle défend le principe selon lequel l'égalité devant la justice est le fondement de la sécurité nationale. Leurs enfants, sous protection militaire, sont scolarisés dans des écoles respectant les nouveaux protocoles de sécurité. La famille suit régulièrement des séances de soutien psychologique, mais assume pleinement son rôle, preuve vivante que le courage et la réforme peuvent renaître des cendres d'une tragédie. Ce qui a commencé comme un simple contrôle routier et une fusillade brutalement raciste perpétrée par un seul agent a révélé un réseau de réseaux extrémistes déterminés à déchirer l'Amérique de l'intérieur. L'influence des conspirateurs sur 17 juridictions et leur lien avec les services de renseignement étrangers soulignent une réalité crue, les préjugés au sein des institutions censées protéger les citoyens créent des vulnérabilités que les adversaires exploiteront. En réponse, des réformes radicales ont fusionné le respect des droits civiques et la lutte antiterroriste, rendu obligatoire le dépistage des extrémistes lors du recrutement des forces de l'ordre, instauré une surveillance continue des agents à risque et renforcé la protection des lanceurs d'alerte. Cette saga nous laisse 3 leçons essentielles. Premièrement, l'uniforme et le grade ne dispensent pas du respect de la dignité et des droits individuels. Deuxièmement, sans transparence dans les enquêtes et les rapports, la vérité est occultée et l'injustice prospère. Troisièmement, la protection des témoins et des lanceurs d'alerte est indispensable pour dénoncer la corruption et lutter contre les abus de pouvoir. La justice exige la transparence, chaque citoyen mérite une protection égale devant la loi, et nul n'est à l'abri de la responsabilité. Lorsque les institutions protègent les puissants au détriment des plus vulnérables, la confiance du public se désintègre. Pourtant, lorsque les individus s'expriment, demandent des comptes aux autorités et défendent la vérité, ils renforcent les fondements d'une société juste. Voici quelques mesures que nous pouvons prendre dès maintenant: partager des informations vérifiées plutôt que des rumeurs, signer ou promouvoir des pétitions pour un contrôle indépendant des forces de l'ordre, faire des dons ou du bénévolat auprès d'organisations de défense des droits civiques, et plaider en faveur de forums publics exigeant des comptes. Au cours des 5 prochaines années, nous devons lutter pour des lois de protection des témoins et des lois sur la protection des témoins solides, des commissions d'examen civil habilitées, une formation obligatoire sur les préjugés et la désescalade dans toutes les formations continues de la police, des audits externes réguliers des services de police et des parquets rendus publics, et une sensibilisation généralisée de la population aux droits lors des affrontements avec la police et aux
pratique d'enregistrement sécuritaire. En nous unissant, citoyens, groupes de la société civile et agences gouvernementales, nous pouvons ériger des barrières durables contre les abus. La véritable justice n'est pas un idéal passif, mais une responsabilité partagée que nous devons assumer aujourd'hui et chaque jour qui suivra. Avertissement, ce récit est une œuvre de fiction. Tous les personnages et événements sont issus de l'imagination de l'auteur et ne sont pas censés représenter des personnes réelles. Son objectif est de souligner l'importance vitale de la responsabilité, de la justice et du respect de chacun. Nous nous opposons fermement à toute forme de violence, de préjugés et d'injustice. Veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous lisez ce récit.